Le printemps 1940 était censé être calme. Après des mois de drôles de guerre, au cours de laquelle les troupes britanniques et françaises se tenaient derrière la ligne Maginot tandis qu'Hitler consolidait sa conquête polonaise, les deux camps semblaient se contenter d'attendre. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, a déclaré à la Chambre des communes le 4 avril 1940 qu'Hitler avait raté le bus en n'attaquant pas plus tôt. Les journaux l'ont imprimé. Les gens le croyaient. 3 jours plus tard, l'Allemagne envahissait le Danemark et la Norvège. Mais ce n'était que le premier acte. Le 10 mai 1940, la véritable catastrophe commença. À l'aube, les forces allemandes lancent Folgelb, Case jaune, une offensive massive qui envoie 141 divisions s'écraser sur la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas la guerre des tranchées de 1914. C'était la Blitzkrieg, une guerre éclair. Les bombardiers en piquet Stucker hurlaient dans le ciel tandis que les colonnes Panzer perçaient les lignes défensives que les experts militaires avaient juré d'être imprenables. L'armée néerlandaise, considérée comme bien entraînée et préparée, a tenu 5 jours. Les Belges ont tenu bon pendant 18 heures. Voici ce qui a rendu cette rencontre terrifiante. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées mesuraient leur progrès en yards par semaine. En mai 1940, les unités mécanisées allemandes parcouraient 50 000 par jour. Les commandants français et britanniques réfléchissaient encore à la dernière guerre, espérant des semaines pour repositionner leurs forces et établir de nouvelles lignes défensives. Mais au moment où les commandes parvenaient aux unités de première ligne, la situation avait déjà changé. Les interceptions radio étaient obsolètes avant de pouvoir être décodées. Les rapports de reconnaissance décrivaient des positions allemandes qui s'étaient déplacées de 20 mètres au moment où le rapport parvenait au quartier général. Les Français possédaient la ligne Maginot, une chaîne de fortifications prétendument invincible le long de la frontière allemande. Cela avait coûté l'équivalent de 3 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. C'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire avec des chemins de fer souterrains, des casernes climatisées et des tourelles de canon rétractables. Il n'y avait qu'un seul problème. Elle ne s'étendait pas le long de la frontière belge. Le haut commandement français a supposé que la forêt d'Ardan était impossible aux chars. Ils avaient tort de façon catastrophique. Le 13 mai, les divisions allemandes Panza sortirent de l'Ardan et traversèrent la rivière Meuse à Sedan, la même où la France avait été vaincue en 1870. L'histoire a un sens de l'humour noir. En une semaine, les forces allemandes avaient creusé un fossé entre le corps expéditionnaire britannique et les principales armées françaises. Le BEF, composé de près de 400 000 soldats britanniques et français, était poussé vers la côte, dos à la Manche. À Londres, le War Office recevait des rapports faisant état d'histoires d'horreur. Des divisions entières étaient hors de contact. Les lignes d'approvisionnement s'étaient effondrées. Les réfugiés ont bloqué toutes les routes, rendant les mouvements militaires presque impossibles. Et de l'autre côté de la Manche, à Berlin, le champagne coulait déjà. Les rapports des services de renseignement allemands estimaient que la Grande-Bretagne demanderait la paix dans les 3 semaines suivant l'effondrement de la France, peut-être 4. Après tout, quel choix avait-il? L'armée britannique était sur le point d'être détruite en France. La Royal Navy ne pouvait pas arrêter les chars et la Grande-Bretagne n'avait ni la capacité industrielle ni la main-d'œuvre pour affronter seule la Wehrmacht. La reddition n'était pas seulement attendue. Cela était considéré comme inévitable par pratiquement tous les analystes militaires en Europe. Même certains à Londres étaient discrètement d'accord. Le gouvernement de Neville Chamberlain s'effondrait encore plus vite que la France. Les 7 et 8 mai, le Parlement a tenu ce qui est devenu connu sous le nom de débat sur la Norvège. Un post-mortem brutal de l'échec de la campagne britannique visant à empêcher la prise de contrôle de la Norvège par l'Allemagne. Le député conservateur Léo Hamry s'est levé et a cité les paroles d'Oliver Cromwell devant le long Parlement. « Vous êtes resté assis trop longtemps ici pour le bien que vous avez fait. Partez, dis-je, et finissons avec vous. Au nom de Dieu, partez. » La Chambre est entrée en éruption. Au moment du vote, la majorité de Chamberlain s'est effondrée, passant de plus de 200 à seulement 81. Il avait remporté le vote, mais avait perdu la confiance du Parlement. Plus important encore, il avait perdu la confiance de la nation. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Chamberlain ne voulait pas démissionner. Il a tenté de former un gouvernement de coalition avec les travaillistes et les libéraux. Ils ont refusé de servir sous ses ordres. Les 2 candidats pour le remplacer étaient Lord Halifax, le ministre des Affaires étrangères, et Winston Churchill, premier lord de l'Admiralty. Halifax était le choix de l'établissement. Aristocratique, diplomatique, respecté au ministère des Affaires étrangères. Churchill était un franc-tireur, brillant mais erratique, un ancien libéral qui avait changé de parti,
un homme qui avait été accusé du désastre de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale et qui avait passé les années 1930 dans le désert politique, mettant en garde contre Hitler alors que tout le monde le traitait de belliciste. Le 9 mai, Chamberlain rencontra Halifax et Churchill pour discuter de celui qui devrait lui succéder. Selon le propre récit de Churchill, il y eut un long silence après que Chamberlain ait demandé à Halifax s'il acceptait le poste. Halifax écrivit plus tard qu'il estimait que siéger à la Chambre des Lords rendrait impossible l'obtention d'un diplôme, d'un gouvernement de guerre efficace. Mais les historiens se demandent si Halifax ne voulait tout simplement pas assumer la responsabilité de diriger la Grande-Bretagne vers une défaite qui semblait certaine. Parfois, les décisions les plus importantes de l'histoire sont celles de ne pas agir. C'est tombé à Churchill. Le 10 mai 1940, le jour même où l'Allemagne lançait son offensive vers l'Ouest, le roi George VI demanda à Churchill de former un gouvernement. Churchill avait 65 ans. Il écrivit plus tard « J'avais l'impression de marcher avec le destin et que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation pour cette heure et pour cette épreuve. » Cela semble dramatique parce que c'était dramatique. La Grande-Bretagne était sur le point de faire face à la plus grande crise de son histoire, et l'homme désormais responsable de son sauvetage était considéré comme un homme politique l'était à peine un an plus tôt. Churchill commença immédiatement à former son cabinet de guerre. Il a gardé Chamberlain comme leur président du Conseil en partie pour maintenir l'unité du Parti conservateur, en partie parce que Chamberlain jouissait toujours de la loyauté parmi les députés conservateurs. Il a nommé Clément Attlee le leader travailliste, Lord Privy Seal. Il a nommé Halifax comme ministre des Affaires étrangères. Et surtout, il a nommé Ernest Bévenon du Labour au poste de ministre du Travail, donnant ainsi aux syndicats une voix directe au sein du gouvernement. Ce n'était pas seulement du théâtre politique. Churchill avait compris que si la Grande-Bretagne voulait survivre, elle avait besoin d'une unité nationale totale. Division de classe, partis politiques, hiérarchie sociale, tout cela n'a plus d'importance. Mais alors même que Churchill réunissait son gouvernement les 10 et 11 mai, les nouvelles en provenance de France empiraient d'heure en heure. La reine des Pays-Bas s'était enfuie à Londres. L'armée belge reculait sur tous les fronts. Les commandants français envoyaient des messages de plus en plus désespérés, percée après percée. Et au fond de tous les esprits se trouvait la même question. Que se passe-t-il lorsque la France tombe? Parce qu'il devenait clair que la France allait tomber. La seule question était de savoir à quelle vitesse et ce que ferait la Grande-Bretagne lorsqu'elle serait seule. Tandis que les panzers roulaient à travers la France, une bataille différente se déroulait au sein du cabinet de guerre britannique. Une bataille pour savoir s'il faut ou non se battre. Entre le 26 et le 28 mai 1940, le cabinet de guerre composé de 5 membres a tenu 9 réunions qui détermineraient non seulement le sort de la Grande-Bretagne, mais aussi le cours tout entier de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas de discussions politiques abstraites. Il s'agissait de débats brutaux et épuisants sur la survie nationale, et ils ont été terriblement près d'aller dans l'autre sens. Lord Halifax avait un plan. Le 25 mai, l'Italie n'était pas encore entrée en guerre. Mussolini attendait de voir quel camp allait gagner avant de s'engager. Halifax a proposé que la Grande-Bretagne approche Mussolini pour servir de médiateur dans les pourparlers de paix avec Hitler. Pas exactement une capitulation. Halifax était trop sophistiqué pour ce mot, mais un règlement négocié. Peut-être que l'Allemagne accepterait quelque chose de moins qu'une victoire totale, si la Grande-Bretagne reconnaissait la domination continentale de l'Allemagne. Peut-être qu'Hitler laisserait la Grande-Bretagne conserver son empire en échange d'avoir les mains libres en Europe. Halifax a soutenu qu'il ne s'agissait pas de défaitisme. C'était du réalisme. La France était finie. L'armée britannique est coincée à Dunkerque. À quoi bon se battre alors que la situation était désespérée? Churchill a explosé à cette idée. Il comprenait quelque chose qu'Halifax ne comprenait pas. Il n'y a eu aucune négociation avec Hitler. Tout pour parler de paix commencerait avec la Grande-Bretagne dans la position la plus faible possible, avec son armée détruite et la France tombée. Hitler exigerait le désarmement. Il exigerait la neutralité britannique tout en consolidant son contrôle sur l'Europe. Il exigerait que la Royal Navy soit réduite ou cédée. Et une fois que la Grande-Bretagne aurait accepté de négocier en partant de sa faiblesse, chaque concession en entraînerait une autre jusqu'à ce que l'indépendance ne signifie plus rien. Churchill a déclaré au cabinet de guerre le 26 mai « Les nations qui ont succombé au combat se sont relevées à nouveau, mais celles qui se sont rendues docilement ont fini. » Les disputes ont duré des heures. Halifax a continué à insister sur le fait que l'exploration des conditions de paix n'était pas la même chose qu'une capitulation. Chamberlain, encore en convalescence d'un cancer et épuisé, hésitait entre les deux positions. Attlee et Arthur Greenwood, les représentants travaillistes, ont soutenu Churchill, mais sont restés silencieux. Ils étaient des membres juniors d'un cabinet dominé par les conservateurs.
Les réunions furent intenses et Churchill quitta la salle à un moment donné. Halifax écrivit plus tard dans son journal qu'il avait envisagé de démissionner, ce qui aurait fait tomber le gouvernement et probablement forcé de nouvelles négociations. Le 28 mai, Churchill accomplit un acte sans précédent. Il a convoqué une réunion de l'ensemble du cabinet, des 25 ministres, et pas seulement du cabinet de guerre intérieure. Il leur a prononcé un discours passionné sur la nécessité de continuer à se battre, sur le fait de ne jamais se rendre, sur la façon dont la Grande-Bretagne pourrait s'effondrer, mais elle finirait par se battre. Selon les archives, les ministres ont applaudi et tapé sur la table. Churchill écrivit plus tard, « Il y a eu une manifestation qui, compte tenu de la nature de la réunion, de 25 hommes politiques et parlementaires expérimentés, m'a surpris. Un bon nombre ont semblé sauter de la table et est venu en courant vers ma chaise en criant et en me tapotant le dos. Ce fut le tournant. Halifax n'a pas pu faire pression pour les négociations alors que l'ensemble du cabinet était uni derrière Churchill. Le débat était terminé. La Grande-Bretagne continuerait à se battre. Mais voici ce qui rend ces réunions significatives. Ils étaient secrets. Le public britannique n'avait aucune idée à quel point son gouvernement était sur le point de rechercher des accords avec Hitler. Le Parlement ne le savait pas. Les Allemands ne le savaient certainement pas. Si Halifax avait gagné ces débats, si Chamberlain avait pris son parti, si Churchill avait été mis en minorité, la guerre entière se serait terminée différemment. L'Allemagne aurait contrôlé l'Europe. Il n'y aurait eu ni base de rassemblement pour le jour J, ni campagne de bombardements alliés, ni deuxième front. L'Union soviétique aurait affronté seule l'Allemagne nazie. Et Churchill a gagné cette bataille non pas avec des chars ou des avions, mais avec des paroles et de la volonté. Il a compris qu'une fois qu'on commence à se demander quelles conditions l'ennemi pourrait accepter, on a déjà perdu. Parfois, pour survivre, il faut refuser de considérer les arguments logiques en faveur de la capitulation. 3 jours après être devenu Premier ministre le 13 mai 1940, Churchill se tenait devant la Chambre des communes pour prononcer son premier discours en tant que leader britannique. Il n'avait pas dormi plus de quelques heures depuis son entrée en fonction. Les rapports en provenance de France ont été catastrophiques. Les forces allemandes traversaient le MOS. Les Français étaient dans le chaos. Tout s'écroulait. Et maintenant, il devait dire au Parlement et à la nation à quel genre de leadership il pouvait s'attendre. Le discours a duré à peine 6 minutes. Churchill n'a pas eu le temps d'écrire quelque chose de élaboré. Il avait griffonné des notes pendant de brefs instants entre les réunions de crise, mais ces 6 minutes contenaient certains des mots les plus importants jamais prononcés en anglais. Il commença simplement « Je n'ai rien à offrir à part du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Pas de fausses promesses, pas de platitudes rassurantes, juste la vérité brutale sur ce qui nous attend. Pensez à quel point c'était radical. Les politiciens ne font généralement pas campagne sur la souffrance. Ils promettent prospérité, sécurité et jours meilleurs à venir. Churchill promettait le contraire, des difficultés, des sacrifices et très probablement la mort. Il a poursuivi, « Nous avons devant nous une épreuve des plus douloureuses. Nous avons devant nous de très nombreux longs mois de lutte et de souffrance. » Il demandait au peuple britannique de s'engager pour des années de guerre, alors que la plupart des experts militaires pensaient que la guerre se terminerait dans quelques semaines avec une victoire allemande. Puis vint le but, l'énoncé de mission qui définirait la guerre de la Grande-Bretagne. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je dirais qu'elle consiste à mener la guerre sur mer, sur terre et dans les airs de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner. Mener la guerre contre une tyrannie monstrueuse n'a jamais été surpassé dans le sombre et lamentable catalogue des crimes humains. C'est notre politique. Remarquez la langue. Ne pas lutter pour le territoire, les intérêts économiques ou le prestige impérial. Lutte contre la tyrannie. C'était une guerre morale, une lutte civilisationnelle. Et puis, dans la dernière ligne, vous demandez « Quel est notre objectif ?» Je peux répondre en un mot, victoire. Victoire à tout prix. Victoire malgré toute la terreur. La victoire, aussi longue et difficile que soit la route. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. Ce mot, survie, est ce qui l'a rendu réel. Churchill ne promettait pas le triomphe. Il promettait une chance de survivre. Et il était assez honnête pour admettre que la survie elle-même était incertaine. La réaction au Parlement a été mitigée. Certains députés étaient électrisés. D'autres pensaient que Churchill se montrait inutilement pessimiste, voire même provocateur. Le Times l'a qualifié de discours sombre, adapté à la gravité de l'heure. Mais voici ce qui comptait. Churchill avait tracé une ligne. Il n'y aurait pas de négociation, pas de paix compromise. La Grande-Bretagne gagnerait ou serait détruite en essayant. Cette clarté, ce refus absolu d'envisager des alternatives ont donné aux gens quelque chose à quoi s'accrocher alors que tout le reste s'effondrait.
Le discours a dépassé le Parlement. La BBC l'a diffusé. Les journaux l'ont imprimé dans son intégralité. Les gens le lisaient dans les stations de métro londoniennes, qui deviendraient bientôt des abris anti-bombes. Les ouvriers de l'usine le lisent pendant les pauses déjeuner. Des militaires l'ont lu alors qu'ils se préparaient à évacuer Dunkerque. Et à Berlin, des agents des renseignements allemands l'ont lu et ont commencé à réaliser qu'ils avaient peut-être mal calculé. Ce n'était pas le discours d'un gouvernement se préparant à capituler. C'était le discours d'un homme se préparant à incendier son propre pays, plutôt que de laisser Hitler s'en emparer. Churchill comprenait quelque chose au sujet du leadership que Halifax n'avait jamais saisi. Les gens peuvent endurer presque tout s'ils croient que cela compte. Ils peuvent accepter la souffrance s'ils croient se battre pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il n'offrait pas vraiment d'espoir. Il offrait un but. Et parfois, dans les moments les plus sombres, le but est plus précieux que l'espoir. À Berlin, les services de renseignement hitlériens surveillaient la Grande-Bretagne avec une confiance absolue. L'effondrement était imminent. L'AB, le renseignement militaire allemand, a passé des années à analyser la société britannique et la politique. Leur rapport dressait le portrait d'une nation criblée de conflits de classe, las de la guerre depuis la Première Guerre mondiale, dirigée par des politiciens faibles et complètement non préparés à la guerre moderne. Chaque analyse aboutissait à la même conclusion. La Grande-Bretagne s'effondrerait quelques semaines après la défaite de la France. Ils n'avaient pas seulement tort. Ils avaient tort de façon catastrophique et historique sur presque tout. L'évaluation des services de renseignement allemands s'est fondée sur ce qui semblait être des preuves solides. La Grande-Bretagne a passé les années 1930 à essayer désespérément d'éviter la guerre. Chamberlain s'était envolé pour Munich et avait remis la Tchécoslovaquie à Hitler. Le public britannique l'avait acclamé pour cela. Les rassemblements pour la paix avaient attiré des foules massives. L'Union d'Oxford, où étudiaient les futurs dirigeants britanniques, avait adopté une résolution en 1933, refusant de se battre pour le roi et le pays. Lorsque l'Allemagne remilitarisa la Rhénanie en 1936, la Grande-Bretagne ne fit rien. Lorsque l'Allemagne annexa l'Autriche en 1938, la Grande-Bretagne ne fit rien. Le schéma semblait clair. Les Britanniques n'avaient pas envie de faire la guerre. Les dirigeants nazis ont également fondamentalement mal compris la structure de classe britannique. Ils pensaient que l'aristocratie et la classe d'affaires feraient pression en faveur de la paix pour protéger leurs richesses et leurs privilèges. Lord Halifax semble confirmer cette analyse, aristocrate prônant la négociation. Les rapports des services de renseignement allemands ont noté que les classes supérieures britanniques entretenaient des liens sociaux et économiques avec l'Allemagne. Beaucoup avaient visité l'Allemagne dans les années 1930. Certains avaient exprimé leur admiration pour les réalisations économiques d'Hitler. Ces gens ne voudraient sûrement pas voir leur pays détruit dans une guerre impossible à gagner. Hitler lui-même a contribué à ce malentendu. Il avait étudié l'Empire britannique et s'était convaincu que la classe dirigeante britannique pensait qu'il se concentrait, de manière pragmatique, sur le pouvoir et ses intérêts personnels. Dans son esprit, une fois qu'il aurait conquis la France, les Britanniques reconnaîtraient que poursuivre le combat était inutile. Ils auraient calculé que l'Allemagne contrôlait le continent, qu'une invasion était possible, que l'Empire pouvait être préservé par la négociation. Hitler s'attendait à ce que la rationalité britannique conduise à la capitulation britannique. Il ne comprenait pas qu'en mai 1940, la rationalité était devenue un luxe que la Grande-Bretagne ne pouvait se permettre. Ladvar a également complètement mal jugé Churchill lui-même. Leur dossier le décrivait comme un politicien délabré, un ivrogne, un romantique impulsif avec un passé de désastre militaire. Ils ont noté son âge, 65 ans, et ont supposé qu'il manquait d'énergie pour une guerre totale. Ils ont documenté ses années dans le désert politique au cours des années 1930 et ont conclu qu'il manquait d'un large soutien politique. Les analystes allemands ont lu ces discours des années 1930 mettant en garde contre Hitler et l'ont qualifié d'hystérique qui avait souvent crié au loup et que plus personne n'écoutait. Ils ont vu toutes les preuves des faiblesses de Churchill et ont raté celles de ses forces. Voici ce que les renseignements allemands n'ont pas réussi à comprendre. La guerre change les gens et les nations. La Grande-Bretagne de mai 1940 n'était pas la Grande-Bretagne de Munich de 1938. L'apaisement de Chamberlain avait permis de gagner du temps pour le réarmement. Oui, mais cela avait aussi fait quelque chose de plus important. Cela avait prouvé au peuple britannique qu'on ne pouvait pas faire confiance à Hitler. Chaque promesse non tenue, chaque nouvelle agression, chaque mensonge avait sensibilisé le public britannique à ce à quoi il était confronté. En 1940, même ceux qui désiraient désespérément la paix comprenaient que la paix avec Hitler était impossible. Les nazis ont également mal interprété les conséquences de la chute de la France sur la psychologie britannique. Ils pensaient que cela démoraliserait la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, cela a tout clarifié.
Tant que la France combattait, la Grande-Bretagne pouvait partager le fardeau. Une fois la France tombée, il n'y avait plus de terrain d'entente. Soit la Grande-Bretagne s'est battue seule, soit elle a cessé d'exister en tant que nation indépendante. Cette clarté, ce choix binaire absolu ont uni le pays d'une manière que la paix n'aurait jamais pu avoir. Les mêmes divisions de classe sur lesquelles comptaient les renseignements allemands sont devenues inutiles lorsque l'alternative était l'occupation nazie. Le 26 mai 1940, le corps expéditionnaire britannique était pris au piège. Plus de 400 000 soldats alliés, britanniques, français et belges, étaient bloqués contre la côte de Dunkerque, dos à la Manche. Les divisions allemandes, Panza les encerclèrent sur 3 côtés. La Luftwaffe contrôlait le ciel. Tous les professionnels militaires qui ont examiné la situation sont parvenus à la même conclusion. L'ensemble de la force était sur le point d'être anéanti ou capturé. Ce serait le pire désastre militaire de l'histoire britannique. Le général Alan Brooke, commandant le corps de ski, a écrit dans son journal « Rien d'autre qu'un miracle ne peut sauver le BF ». Or, le miracle avait un nom de code, Opération Dynamo. Le vice-amiral Bertram Ramsay, commandant depuis le château de Dover, s'est vu confier une tâche impossible. Évacuer autant de troupes que possible avant que les Allemands ne ferment le piège. L'estimation initiale était terriblement modeste. Peut-être que 45 000 hommes pourraient être sauvés en 2 jours avant que la position ne s'effondre. La Royal Navy disposait d'environ 40 destroyers, ainsi que de divers navires de transport. Le calcul était brutal. Même fonctionnant parfaitement, les navires ne pouvaient pas transporter d'énergie. Poids les hommes assez vite. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avancée allemande s'est arrêtée. Le 24 mai, Hitler avait ordonné à ses divisions Panza de stopper leur avance sur Dunkerque. Les historiens se demandent encore pourquoi. Göring avait promis que la Luftwaffe pourrait détruire l'armée piégée depuis les airs. Certains généraux voulaient conserver les chars pour la pousser vers le sud de la France. Hitler pensait peut-être que la Grande-Bretagne serait plus disposée à négocier si son armée n'était pas complètement humiliée. Quelle qu'en soit la raison, l'ordre d'arrêt donné aux Britanniques 48 heures cruciales pour établir un périmètre défensif autour de Dunkerque. Mais même avec le périmètre tenu, l'évacuation semblait impossible. Le port de Dunkerque a été lourdement bombardé. Les grands navires ne pouvaient pas s'approcher des plages. Les troupes attendaient dans les dunes tandis que l'artillerie allemande les pilonnait. Ramsay a pris une décision désespérée. Il a lancé un appel pour les petits bateaux. Tout navire pouvant traverser la Manche était prié de se rendre à Dunkerque. Bateaux de pêche, yachts de plaisance, voiliers privés, ferry fluvial. L'un des bateaux qui a fait la traversée était le Tamsin, un bateau de pêche de 14 tonnes qui a évacué 7 soldats. Le Saint-Donner, un yacht privé, a effectué de multiples voyages et ramené 130 hommes. Pendant 9 jours, du 26 mai au 4 juin, une armada de 933 navires a traversé la Manche. Environ 700 étaient de petits bateaux. Ils nourrissaient les troupes des plages jusqu'aux plus gros navires qui attendaient dans des eaux plus profondes. Les bombardiers allemands attaquaient constamment. La RAF a effectué plus de 3500 sorties, assurant une couverture aérienne, même si les soldats sur les plages pensaient qu'elles avaient été abandonnées car la plupart des combats de chiens avaient lieu à l'intérieur des terres. 6 destroyers britanniques furent coulés. 19 ont été endommagés. Au moins 200 petits bateaux ont été détruits ou endommagés. La mer était épaisse de pétrole provenant de navires torpillés que les soldats couverts pouvaient à peine monter à bord des navires de sauvetage. Le décompte final a choqué tout le monde. 338,26 troupes alliées ont été évacuées. 198,29 britanniques et 139,197 français et belges. Au lieu de 45 000 hommes en 2 jours, ils en avaient sauvé plus de 300 000 en 9 jours. Les Allemands avaient capturé ou tué environ 68 000 soldats alliés et fait 40 000 prisonniers, mais ils s'attendaient à capturer la totalité des forces alliées. Le général Georg von Küchler, commandant la 18e armée allemande, a écrit qu'il était étonné que beaucoup se soient échappés. Les planificateurs militaires allemands comptaient sur ces 400 000 prisonniers comme preuve de la défaite de la Grande-Bretagne. Mais voici le problème. Dunkerque était encore un désastre militaire. Les Britanniques ont perdu 68 000 soldats tués, blessés ou capturés. Ils ont laissé derrière eux 2472 pièces d'artillerie, 20 000 motos, 65 000 véhicules et 76 000 tonnes de munitions. L'ensemble de l'équipement lourd des forces expéditionnaires britanniques avait disparu. 11 escadrons de chasse avaient été perdus. L'armée britannique avait été chassée du continent. Churchill lui-même a déclaré au Parlement le 4 juin « Nous devons faire très attention à ne pas attribuer à cette délivrance les attributs d'une victoire. Les guerres ne se gagnent pas par des évacuations. » Pourtant,
L'Allemagne s'attendait à l'anéantissement total et la Grande-Bretagne avait réussi à survivre miraculeusement. La valeur de la propagande était immense. L'histoire des petits bateaux est devenue une légende. Le périmètre défensif avait résisté à des forces largement supérieures. Et surtout, la Grande-Bretagne avait toujours une armée. Il faudrait des années pour le rééquiper et l'agrandir, mais les hommes avaient été sauvés. Ils se battraient à nouveau. Le 4 juin 1940, le jour même de l'évacuation des dernières troupes de Dunkerque, Churchill se leva au Parlement pour prononcer ce qui allait devenir le discours le plus célèbre de sa carrière. Il avait déjà livré au Parlement son discours de sang, de labeur, de larmes et de sueur 3 semaines plus tôt. Mais c'était avant l'effondrement de la France. Avant Dunkerque, avant que la Grande-Bretagne ne soit complètement seule. Il lui fallait maintenant faire quelque chose de bien plus difficile que promettre un sacrifice. Il lui fallait transformer une défaite militaire catastrophique en une raison de continuer à se battre. Churchill a passé la première partie de son discours à expliquer exactement ce qui s'était passé en France. Pas de sucre, pas de propagande. Il a accompagné le Parlement à travers la percée allemande, l'encerclement et la retraite désespérée des combats vers la côte. Il a félicité les pilotes de la RAF qui s'étaient envolés jusqu'à l'épuisement pour assurer une couverture aérienne. Il a reconnu que les troupes françaises qui détenaient le périmètre que les soldats britanniques pouvaient évacuer en premier. Il leur a donné la réalité militaire, car on ne peut pas inspirer les gens en leur mentant. Ils devaient comprendre à quel point les choses allaient mal avant de comprendre pourquoi il était important de continuer. Puis il a répondu à ce que tout le monde pensait. Il faut se garder bien d'attribuer à cette délivrance les attributs d'une victoire. Les guerres ne se gagnent pas par les évacuations. Il refusait de laisser les gens prétendre que Dunkerque était tout sauf une défaite. Mais ensuite, et c'est là que son génie s'est montré, il a recadré ce que signifiait la défaite. Certes, la Grande-Bretagne a perdu la bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Les soldats avaient été sauvés. Le combat continuerait. Et poursuivre le combat était en soi une sorte de victoire sur l'attente d'une capitulation. Il a exposé bride situation stratégique de l'Ain avec une honnêteté brutale. L'armée allemande allait maintenant se tourner vers le sud pour achever la France. Lorsque la France est tombée, remarquez qu'il a dit « quand, et non si, la Grande-Bretagne serait confrontée à une invasion ». Il a déclaré au Parlement « Nous irons jusqu'au bout. Nous combattrons en France. Nous combattrons sur les mers et les océans. Nous combattrons avec une confiance croissante et une force croissante dans les airs. » Chaque phrase s'appuie sur la précédente, élargissant la portée de la résistance de la Grande-Bretagne. Puis vint le crescendo, les lignes qui seront citées pendant les 80 prochaines années. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Remarquez l'escalade des plages au terrain d'atterrissage, en passant par les champs, les rues et les collines. Churchill décrivait une retraite des combats à l'intérieur même de la Grande-Bretagne. Il promettait que même si l'Allemagne débarquait, même si elle prenait les côtes, même si elle atteignait Londres, le combat continuerait jusqu'à la chute du dernier soldat britannique. Et puis presque après coup, il a ajouté la dernière ligne. Et si, ce que je ne crois pas un instant, cette île où une grande partie de celle-ci était soumise et affamée, alors notre empire au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, poursuivrait la lutte jusqu'à ce que, au bon moment de Dieu, le Nouveau Monde, avec toute sa puissance et sa puissance, vienne au secours et à la libération de l'Ancien. Il ne s'agissait plus seulement de la Grande-Bretagne. Il s'agissait de maintenir en vie n'importe quelle partie du monde libre jusqu'à ce que l'Amérique puisse être convaincue d'entrer en guerre. Le discours a fonctionné à plusieurs niveaux. Pour le public britannique, il s'agissait d'un cri de ralliement qui transformait l'humiliation en défi. Pour le Parlement, c'était une déclaration claire selon laquelle le gouvernement ne négocierait jamais. Pour les Allemands, qui ont reçu des traductions complètes en quelques heures, ce fut un choc. Où était l'offre de paix à laquelle ils s'attendaient? Où était la reconnaissance du fait que continuer était inutile? Au lieu de cela, Churchill promettait de se battre rue par rue, maison par maison jusqu'à ce que la Grande-Bretagne soit détruite ou que l'Allemagne soit vaincue. À Berlin, le discours a provoqué une véritable confusion. Les renseignements allemands avaient prédit que Dunkerque briserait le moral des Britanniques. Ils s'attendaient à la chute de Churchill et à la recherche de conditions par Halifax. Au lieu de cela, la position de Churchill s'est renforcée. L'évacuation avait en quelque sorte rendu les Britanniques plus déterminés, pas moins. Hitler avait remporté la plus grande victoire militaire depuis que Napoléon et son ennemi refusaient de reconnaître leur défaite. Tout le calcul psychologique était erroné. La France capitula officiellement le 22 juin 1940.
Hitler organisa la cérémonie dans le même wagon où l'Allemagne avait signé l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Le symbolisme était une humiliation délibérée récompensée par une humiliation. L'Allemagne contrôlait désormais pratiquement toute l'Europe occidentale. La Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France ont tous chuté en moins d'un an. L'Union soviétique avait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne. L'Italie avait rejoint la guerre aux côtés de l'Allemagne. La Grande-Bretagne était seule, sans alliés et sans voie réaliste vers la victoire. Hitler s'attendait à une offre de paix d'ici quelques jours. Il avait conquis le continent. L'armée britannique avait été chassée d'Europe. La Luftwaffe était plus nombreuse que la RAF. Le Wehrmacht s'était révélé inarrêtable. Il est certain que maintenant que la France est partie et que la situation est manifestement désespérée, Churchill serait remplacé par des hommes raisonnables qui comprenaient que continuer à se battre signifiait un suicide national. Hitler a même préparé une proposition de paix. La Grande-Bretagne pourrait conserver son empire et sa marine en échange de la reconnaissance de la domination allemande en Europe. Il pensait que c'était généreux. L'offre n'est jamais venue. Au lieu de cela, le 14 juillet 1940, jour de la Bastille, autre symbole délibéré, Churchill ordonna à la Royal Navy d'attaquer la flotte française à Melkeb en Algérie pour l'empêcher de tomber aux mains des Allemands. Plus de 1200 marins français sont morts. C'était une décision horrible, attaquer l'allié d'hier pour prévenir la menace de demain, mais elle a envoyé un message sans équivoque à Hitler et à Roosevelt. La Grande-Bretagne ferait tout ce qui était nécessaire pour poursuivre les combats. Il n'y aurait ni négociation, ni compromis, ni capitulation. Hitler a finalement reconnu les erreurs commises par ses services de renseignement. La Grande-Bretagne n'allait pas abandonner. Le 16 juillet, il publia la directive Furet numéro 16, ordonnant les préparatifs pour l'invasion de la Grande-Bretagne. L'opération Sillon devait débarquer des troupes allemandes sur la côte sud de l'Angleterre. Mais l'invasion avait une condition préalable. L'Allemagne avait besoin de supériorité aérienne. La Royal Navy était trop puissante pour la défier directement. Mais si la Luftwaffe pouvait détruire la RAF, alors les barges allemandes pourraient traverser la Manche sous couverture aérienne. Tout dépendait de la victoire de la bataille aérienne. La bataille d'Angleterre débuta en juillet 1940 et atteignit son apogée en août et septembre. Pendant tout jeté sur la RAF, attaquant les aérodromes, les stations radars, les installations aériennes conservateurs. Les combats étaient désespérés. Les jeunes pilotes de la RAF effectuaient 4 ou 5 missions par jour. Certains escadrons perdirent la moitié de leurs pilotes en une semaine. La production aéronautique n'a pas pu suivre les pertes. Début septembre, la RAF était au bord de l'effondrement. Le commandement des chasseurs avait perdu 466 pilotes tués ou trop blessés pour voler. Les écoles de formation ne pouvaient pas les remplacer assez rapidement. Quelques semaines encore et la RAF cesserait d'exister en tant que force de combat efficace. Ensuite, Hitler a commis une erreur critique. Le 7 septembre, il ordonna à la Luftwaffe de cesser d'attaquer les aérodromes de la RAF et de bombarder Londres. Le changement était en partie des représailles à un raid de la RAF sur Berlin, en partie une tentative de briser le moral des Britanniques en terrorisant les civils, mais il donnait au commandement des chasseurs la marge de manœuvre dont il avait désespérément besoin. Les aérodromes pourraient être réparés. De nouveaux pilotes pourraient être formés. La production aéronautique pourrait rattraper son retard. Le Blitz a été horrible pour Londres. Plus de 40 000 civils mourront lors de la campagne de bombardement, mais celle-ci sauva la RAF. Fin septembre, il était clair que l'Allemagne n'atteindrait pas la supériorité aérienne. Les chasseurs de la RAF continuaient d'apparaître, quel que soit le nombre d'avions abattus par la Luftwaffe. Les systèmes radars britanniques les ont avertis à l'avance que les commandants allemands ne pouvaient pas contrer et, point critique, les pilotes allemands qui ont sauté au-dessus de l'Angleterre sont devenus prisonniers tandis que les pilotes britanniques qui ont survécu ont pu voler à nouveau le lendemain. Le 17 septembre, Hitler reporte Sindai l'opération Sillon. Il ne l'a jamais officiellement annulée, mais tout le monde comprenait que la Grande-Bretagne n'allait pas être envahie. Les discours de Churchill se sont révélés plus efficaces que quiconque, y compris Churchill lui-même, n'avait osé l'espérer. L'Allemagne avait gagné toutes les batailles militaires et perdu la seule guerre qui comptait, la guerre de la volonté. La Grande-Bretagne n'avait pas vaincu l'Allemagne, mais elle avait survécu suffisamment longtemps pour qu'il ne soit plus possible de la vaincre. Hitler se tournerait vers l'Est et envahirait l'Union soviétique en 1941. Le Japon attaquerait Pearl Harbor, entraînant ainsi l'entrée de l'Amérique dans la guerre. L'alliance qui finirait par vaincre l'Allemagne était en train de se former. Mais cela s'est produit uniquement parce que la Grande-Bretagne avait refusé de se rendre, alors que tous les calculs rationnels disaient que la capitulation était inévitable. Ces 3 semaines de mai 1940
au cours desquelles Halifax a poussé aux négociations, lorsque Churchill a riposté, lorsque le cabinet de guerre a décidé que la Grande-Bretagne continuerait à se battre, ces semaines ont déterminé tout ce qui a suivi. Si la Grande-Bretagne avait demandé des conditions, il n'y aurait pas eu de bataille d'Angleterre, pas d'histoire de survie aux Blitz, pas d'inspiration pour l'Europe occupée, pas de partenariat avec l'Amérique, pas de jour J. Churchill a compris quelque chose que tous les analystes du renseignement et experts militaires avaient manqué. Parfois, refuser de perdre est plus important que d'avoir un plan pour gagner. Vous survivez en premier. Vous découvrirez la victoire plus tard. Et parfois, juste parfois, la survie suffit.